Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter du Critérium du Dauphiné, la grande préparation au Tour de France, l'affrontement entre les trois favoris, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, est lancé. Il y avait aujourd'hui le contre-la-montre et on pouvait avoir un premier état de forme et un premier état des forces des trois principaux favoris au général, au maillot jaune, lors de la grande messe de juillet. Un terrain de jeu parfait, ce Critérium du Dauphiné, très bien dessiné, comme souvent. Des étapes accidentées, ce contre-la-montre, et vendredi, samedi, dimanche, des étapes de montagne, des tests pour Remco Evenepoel. Où en est Jonas Vingegaard de sa préparation? Tadej Pogačar est-il toujours au top? Va-t-il matraquer tout le monde du début à la fin de la saison? Et bien on a eu un début en tout cas de Critérium de Dauphiné en fanfare, puisque dès la première étape, Tadej Pogačar s'est imposé au sprint dans un groupe royal constitué de Mathieu Van Der Poel, de Remco Evenepoel, de Jonas Vingegaard. Là, clairement, c'était un groupe 5, 6, 7 étoiles. On ne pouvait pas faire mieux sur la planète cyclisme que ce groupe. C'était absolument fantastique. Et ensuite, le maillot avait été rendu et c'était Ivan Romeo qui le portait. Et aujourd'hui, le contre-la-montre, donc 17 km 600 avec une bosse de 1 km et quelques, des pourcentages quand même élevés. Il y avait largement plus de 8%. Un terrain évidemment sur lequel on attendait Remco Evenepoel en tant que favori, mais vu la tête du contre-la-montre, on s'attendait surtout aussi à voir un Jonas Vingegaard et un Tadej Pogačar plutôt percutants, eux que l'on sait toujours très affûtés sur les chronos du Tour de France. Là où Evenepoel, lui, est vraiment stratosphérique sur les chronos toute la saison, c'est qu'on a notamment vu déjà Pogačar s'aligner sur les championnats du monde, mais finir loin, mais être extrêmement puissant sur l'exercice individuel au Tour de France. C'était important de voir où est-ce qu'ils en étaient, et la hiérarchie, elle a été claire sur ce chrono. Remco Evenepoel a tout fracassé en s'imposant déjà sur ce chrono. Ça c'est le premier, c'est la première information. 21 secondes devant Jonas Vingegaard, et c'est là pour moi la première petite surprise de ce chrono. Troisième temps de Matteo Jorgensen à 38 secondes, et Tadej Pogačar a fini à 49 secondes de Remco Evenepoel. C'est absolument énorme, l'éclat qu'a pris Pogačar. Seulement 5 coureurs sous la minute. Le sixième, c'est Mathieu Van Der Poel, qui a fait un chrono, on sait qui peut être bon, l'ami Mathieu. Et à noter l'excellente performance de Paul Sexas, qui du haut de ses 18 balais montre que c'est clairement une pépite, le coureur français de l'équipe Decathlon AG2R. Ça fait plaisir de voir un prospect à ce niveau-là pour les Français. Ça va être un joyau à cajoler, à polir, un diamant brut. Il va falloir en prendre très très soin de Paul Sexas, parce qu'il va être potentiellement capable de faire de très très grandes choses. Mais celui qui a fait des grandes choses, c'est Remco Evenepoel. Je suis à la fois surpris du temps perdu par Pogačar, du temps perdu par Vingegaard, et de la performance d'Evenepoel. Il les a fracassés, il a couru à plus de 50 de moyenne, dans la bosse, il n'a pas buté, dans les sections plates et dans la redescente, il a été stratosphérique. Bref, on le sait, il est arrivé affûté, déterminé, il le dit en plus. Je suis plus fort que l'année dernière, je suis plus fort que l'année dernière au mois de juin, je pèse 1,5 kg de moins, et on sait que Evenepoel, c'est un coureur qui a tendance à être bouboule. On reste sur un cycliste professionnel qui a un poids qui est géré au cordeau. Mais on le voit, visuellement, quand il a les joues plus remplies, quand il a le mollet moins dessiné. Là, on voit, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à acheter chez Remco. Il est très très affûté et ça va très très vite sur le vélo. Le chrono, il l'a descendu. C'était un chrono plein d'engagement. On a vu sur certaines sections rapides, dans les champs, il y avait des virages techniques à prendre. Lui, il a pris tous les risques, alors qu'on a vu des coureurs moins à l'aise, notamment Pogačar. On a même vu Vingegaard à un moment aussi mettre les mains
sur les côtés du vélo de contre-la-montre. Là où Remco, lui, est resté tout le temps en position de recherche de vitesse. Idem dans la montée, il est resté les fesses vissées sur la selle, alors que Pogačar et Vingegaard montaient plus à la manière de grimpeurs, hein, par à-coups, en danseuse. Evenepoel, lui, il a développé sa puissance vraiment tout le contre-la-montre. Il a aligné du vert à tous les à l'intermédiaire. Il y en avait deux, hein. Il y en avait un près d'Iborn et un à l'arrivée. Il était passé avec 30 secondes d'avance sur Jorgensen. Et on se disait que déjà ça allait vite. Et une fois qu'on a vu passer Vingegaard, déjà on s'est dit que Vingegaard, au bout de 10 bornes, il avait perdu une dizaine de secondes, donc c'était pas beaucoup. Il a perdu un temps équivalent sur la section après le pointage intermédiaire. C'est un excellent chrono réalisé par Jonas Vingegaard. On l'avait déjà trouvé bien punchy dans la première étape, hein. C'était lui qui avait allumé la mèche. Alors si en plus d'avoir un Vingegaard très fort, on a un Vingegaard qui s'est transformé mentalement et qui commence à nous mettre des petits sacs à droite, à gauche, ça va risquer d'être très très intéressant sur le tour, parce qu'on sait que Evenepoel et Pogačar, c'est pas les derniers à refuser une attaque de loin ou une course portée vers l'offensive. Et Vingegaard a confirmé clairement, parce qu'il fait sur un chrono de 17 bornes, il perd 21 secondes sur Pogačar. C'est franchement un chrono de très très grande facture, réalisé par le Danois de la Visma Lease Bike, qui, à l'image de Jorgensen, a été très performant. Jorgensen, il finit que 17 secondes derrière Jonas. Il est en forme. Vingegaard, on se demandait où est-ce qu'il en était, parce que c'est toujours très difficile de juger de l'état de forme de Vingegaard tant il court peu. Donc, le critérium du Dauphiné, est-ce que c'est son objectif? Je peux pas dire que c'est son objectif c'est le Tour de France, mais à quel point est-ce qu'il voulait être prêt pour le Dauphiné? Est-ce qu'il est sur ses temps de passage? Est-ce qu'il est en avance? J'ai envie de dire qu'il est quand même bien dans les temps de passage, Jonas Vingegaard, puisque là, faire un chrono où sur 17 bornes, tu perds 21 secondes sur Evenepoel, ça veut dire que tu es là, parce que Remco, on l'a vu, il est en forme, hein, la patte, elle tourne très très bien. Donc Jonas est clairement à l'heure, au rendez-vous. Il va avoir en plus la possibilité de jouer des stratégies un petit peu variées, hein, puisque Jorgensen au classement général est extrêmement bien placé, à 39 secondes de Remco. Vingegaard, lui, il en est à 16. Donc il va y avoir une double carte intéressante à jouer chez Visma Lease Bike, là où côté Soudal Quick-Step et UAE, on va être un petit peu plus sur une carte. Et évidemment, comment ne pas mentionner Tadej Pogačar, qui fait un chrono, pour moi, surprenant. On le voit très fort depuis le début de saison, comme tout le temps d'ailleurs, hein. Et là, c'est la première fois cette année qu'on le voit faire une performance là où il est attendu, un peu moyenne. Faut pas se mentir, hein, il prend sur un chrono de 17 bornes, il prend 50 secondes sur Evenepoel, donc c'est énorme. Faut pas oublier que sur le tour, il y a deux chronos. Il y a un chrono de 33 km et il y a un chrono de 17 bornes. Alors, un plutôt plat, l'autre tout en montée. Ça va être... voilà. Je veux voir ce que Poggi va pondre en montagne pour en avoir le cœur net. Là, c'était clairement une claque qu'a mangé Tadej. 50 secondes sur Evenepoel, c'est costaud. Et on l'a vu, ça paraissait pas impressionnant. Dans la montée, ça allait, mais sur les sections plates, on le voyait pas déplacer énormément de puissance. Alors voilà, faut avoir raison garder. Il fait 4e de l'étape, c'est excellent. Mais c'est l'écart par rapport à Evenepoel qui interpelle un petit peu, quand on sait que l'année dernière, il avait fini beaucoup plus proche de Remco sur le chrono du tour, hein. On était aux alentours de la toute petite vingtaine de secondes. Et ici, c'est beaucoup plus conséquent, sur une distance plus courte. Il est peut-être en phase de préparation, de montée en puissance, à confirmer en montagne. Si jamais une impression plutôt moyenne de Pogačar vient se confirmer, et que Vingegaard continue de montrer un niveau plus qu'intéressant et élevé, il va falloir... moi je mettais Pogačar en clair favori numéro 1 du tour, devant Jonas et ensuite Evenepoel. J'ai très très hâte de voir comment va se dérouler la fin de ce Dauphiné, d'autant plus que là on a une configuration parfaite. On a exactement tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un Remco Evenepoel
qui est en jaune maintenant et qui va devoir défendre. Et il a la volonté de le défendre, ce maillot, et évidemment, parce que le Dauphiné, c'est quand même une des courses par étapes les plus prestigieuses du calendrier. Et surtout, mentalement, ça montre quelque chose. C'est pas un gage de toujours être au top au Dauphiné et de pouvoir performer autour, mais ça met quand même quelque chose dans la tête, t'instille quelque chose dans la tête de tes concurrents. Et Evenepoel, là, il va être testé, parce qu'il va être testé par Pogačar. Je ne vois même Pogačar, même quand il est pas bien, de toute façon, il attaque. Je ne vois pas Vingegaard ne pas mettre une attaque. On l'a vu offensif sur un terrain de jeu qui ne lui convenait pas a priori. Il a mis une chiche. Quelle va être la stratégie de Visma Lease the Bike avec Matteo Jorgensen? Donc, Evenepoel va être testé. Il va être testé en montagne, avec de l'avance. Comment il va défendre? Voilà, je pense que là, à la fin de ce critérium du Dauphiné, et c'était ce qu'on voulait de ce critérium, c'était avoir des réponses. On va avoir des réponses. Est-ce que Remco s'est rapproché de Tadej et Jonas en montagne? C'est crucial pour le Tour de France. Sinon, ça va être un duel à deux, quoi qu'on en dise. Si Evenepoel, là, il arrive en montagne à remporter, à tenir et peut-être remporter, ça va être très compliqué. Il n'y a que 16 secondes sur Vingegaard, ça se perd en une borne, même pas, en montagne. S'il arrive à tenir sur Jonas et sur Tadej, alors là, c'est un champ défensif immense et on va peut-être avoir quelque chose de fantastique en juillet. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, on va avoir des réponses parce que la configuration de la course est telle qu'il va forcément se passer les choses. Jeudi, ça va être une journée plus calme. Et ensuite, ça va être un feu d'artifice vendredi, samedi, dimanche. On va avoir un terrain de jeu qui s'offre à ces gars-là qui, en plus, sont des grandes timbrées des attaques. Ça va être absolument grandiose. Donc là, on a un terrain de jeu propice aux attaques. Un Pogačar peut-être piqué au vif. Un Jonas proche. Un Remco en tête. Que va-t-il se passer? Ça va être un feu d'artifice. On a très très hâte. Évidemment, on débriefera ça ensemble. J'ai fini ce petit podcast débrief de ce début de Critérium de Dauphiné, notamment de ce contre-la-montre. N'hésitez pas à partager ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Ciao. À plus.